Je vais faire un petit rappel clinique parce que c'est vrai que c'est compliqué. Donc il y a 3 formes cliniques qui varient en fonction de l'âge. Les formes sévères qui se voient surtout après la période néonatale. Les formes, on va dire, de l'adolescent où les formes cutanées sont relativement fréquentes et les formes qu'on appelle oligosymptomatiques, on voit chez l'adulte jeune et qui sont celles qui concernent les patients que peuvent voir les médecins adultes. En tout cas, mon expérience repose sur un patient, mais le principe de l'atteinte hépatique est connu pour d'autres maladies rares. Donc, je vais surtout insister sur ça. Il y a 3 modes de transmission qui sont la transmission liée à l'X, la transmission autosomale récessive et la transmission autosomale dominante. Et il y a un travail récent qui a clairement montré que le pronostic des patients était très fortement lié au mode de transmission plus qu'aux différentes mutations. Donc ça, c'est des choses qui, là encore, vous ont été largement présentées. L'atteinte pulmonaire hématologique, qui sont les 2 atteintes dominantes à côté de l'atteinte dermatologique osseuse du système immunitaire, de l'atteinte ophtalmo et des différents cancers. Ce qui vous a été rappelé, c'était des cancers surtout TTQ. Alors, que je ne fasse pas de bêtises. Les formes évolutives sont assez liées à l'âge et au mode de présentation. Les formes très précoces ont un taux de décès qui est très important. Les formes de l'adolescent, il y a 50% d'aplasie à 50 ans. Et les formes de l'adulte jeune, il y a l'atteinte pulmonaire varie en fonction du gène. Vous voyez qu'en fonction de la mutation, il peut y avoir des variations, mais le pronostic est équivalent entre ces 2 mutations, par exemple. Et le foie dans tout ça. Comme le foie est un organe très silencieux, il n'apparaît pas beaucoup dans les différents papiers. Ce n'est que les papiers récents qui donnent des informations sur l'atteinte hépatique. Donc, je vais essayer de vous montrer ce qui est présenté dans 4 ou 5 séries de la littérature où on parle de l'atteinte hépatique vue par les hépatologues. Donc, un premier cas clinique pour illustrer un peu les choses. Patient de 24 ans qui a une dyskératose congénitale, une aplasie médulaire à 24 ans, greffe de moelle à 25 ans. À 31 ans, il fait une rupture de varices œsophagiennes et à 34 ans, il a une dyspnée. La biopsie par voie transjugulaire, l'avantage de la voie transjugulaire, c'est qu'elle permet la mesure du gradient de pression, c'est-à-dire qu'on mesure le gradient de pression entre la pression sinusoïdale et la pression libre hépatique, c'est-à-dire dans les veines sushépatiques. Et donc, le gradient de pression normal est inférieur à 5 mm de mercure. Quand il y a un gradient qui est supérieur à 5 mm de mercure, ça définit l'hypertension portale. Ensuite, il faut savoir si l'hypertension portale elle est d'origine infrahépatique, intrahépatique ou post-hépatique. L'avantage actuel de l'imagerie, c'est que l'imagerie permet d'exclure assez facilement l'atteinte préhépatique, c'est-à-dire la thrombose de la veine porte, des atteintes post-hépatiques, c'est-à-dire la thrombose des veines sushépatiques, et après on arrive à une hypertension portale intrahépatique. Quand on a une hypertension portale intrahépatique, il faut savoir si cette hypertension portale est due à une cirrhose ou n'est pas d'origine cirrhotique. Et c'est ça qui nous permet après de proposer des orientations étiologiques. Donc ce patient, comme il était dyspnéique, avait à une mesure de la saturation, 88%. Il n'y avait pas de pneumopathie interstitielle au scanner. Il y avait une hypoxémie avec une PaO2 à 49 mm de mercure et le gradient d'oxygène entre les alvéoles et les artères était à 67, donc très élevé. Et le test d'hyperoxie, c'est-à-dire vous mettez les patients en oxygène pur et il y avait une PaO2 à 158 mm de mercure, donc bas. Et voilà ce que donne la scintigraphie. La scintigraphie montre une fixation cérébrale, ici et ici, ce qui veut dire qu'il y a du sang qui passe dans le cerveau, de la radioactivité qui passe dans le cerveau, ce qui veut dire qu'il y a un shunt à l'intérieur des poumons qui est responsable de ce passage. Donc ça définit le syndrome hépatopulmonaire. Donc l'hypertension portale est associée au syndrome hépatopulmonaire dans ces pathologies-là et c'est assez fréquent dans cette forme d'hypertension portale. Deuxième forme clinique, patient, donc diagnostic cirrhose avec syndrome hépatopulmonaire, et donc le patient a bénéficié d'une greffe de foie dans un deuxième temps. Deuxième cas clinique, patient de 51 ans
rupture de varices œsophagiennes, thrombopénie, cholestase anictérique, hypertension portale et à la biopsie, une hyperplasie nodulaire générative, je vais vous expliquer ce que c'est, et ça définit donc l'hypertension portale non cirrhotique, c'est-à-dire la biopsie ne montrait pas de cirrhose. Dyspnée progressif, apparition d'une pneumopathie interstitielle. Donc, devant atteinte hépatique, hématologique et pulmonaire, il y a une suspicion de téloméropathie, sauf que quand les patients ont une thrombopénie, ce n'est pas forcément l'atteinte hématologique qui est responsable de la thrombopénie, c'est probablement l'atteinte hépatique qui était responsable de la thrombopénie. Donc, il a eu une mesure des longueurs du télomère qui était bas, et la mutation était une mutation TERT. Rupture de varices gastriques avec mise en place d'une anastomose portocave chirurgicale, découverte chez 2 frères d'une pneumopathie interstitielle, insuffisance respiratoire entraînant le décès. Donc, c'est un patient qui avait une hypertension portale non cirrhotique dans le cadre d'une téloméropathie. Qu'est-ce que c'est? Voilà comment ça se présente. Alors, la qualité de l'image n'est peut-être pas parfaite, mais en gros, quand vous avez dans le foie, ça se présente sous la forme de nodules. Vous avez des nodules. Quand vous avez des nodules dans le foie, il y a 2 types de nodules. Des nodules avec de la fibrose qui entoure les nodules, ça s'appelle une cirrhose. Des nodules non entourés de fibrose, ça s'appelle une hyperplasie nodulaire générative. Après, il faut que vous ayez des anapathes qui sachent le reconnaître. Et il y a une coloration qui est la coloration à droite, qui permet de montrer que là où il y a les flèches, c'est des hépatocytes qui sont atrophiés. Donc, c'est pour ça qu'on voit une augmentation de la trame qu'on appelle la réticulinie. La trame réticuliниque, la réticuline, c'est l'équivalent du collagène qu'on voit grâce à cette coloration. Donc, on voit une zone où le collagène est peu tassé et ça forme un nodule. Et donc, c'est ces nodules-là qui sont en nombre très important dans le foie et qui expliquent l'hypertension portale et qui s'appelle hyperplasie nodulaire générative. Il y a un problème de terminologie pour cette hypertension portale non cirrhotique, c'est qu'elle a plein de dénominations parce qu'au cours du temps, les noms ont changé. C'est juste pour vous expliquer ce que ça représente, quel est le mécanisme initial de cette atteinte. Certains ont donné comme nom vénopathie portale oblitérante. Quand vous regardez le foie, au niveau des espaces portes, là où arrive le sang et partent les voies biliaires, vous devez avoir normalement une veine porte, un canal biliaire, une artère hépatique. Là, vous voyez l'artère hépatique, vous voyez le canal biliaire, il n'y a pas de veine porte. Ça veut dire qu'elle est bouchée. Donc, ça veut dire qu'il y a une atteinte des veines portes intrahépatiques. Donc, c'est comme si on avait une thrombose ou une sclérose des veines portales intrahépatiques qui sont responsables de l'hypertension portale intrahépatique. Troisième nom, c'est ça. Ça, c'est aussi des lésions qui sont secondaires à l'atteinte des branches portales intrahépatiques. Ça s'appelle la sclérose hépatoportale. Tout ça, c'est exactement la même cause. Donc, le tableau se présente sous la forme d'une hypertension portale non cirrhotique, c'est-à-dire sans thrombose de la veine porte à l'échographie, sans thrombose des veines sushépatiques à l'échographie, sans cirrhose à la biopsie, avec un gradient élevé. Et maintenant, on a un élément supplémentaire, c'est qu'on peut faire une mesure de l'élasticité hépatique, le fibroscan, qui montre que l'élasticité hépatique est basse, contrairement à la cirrhose où la valeur est élevée. Ça nous donne un argument supplémentaire devant une hypertension portale pour dire que c'est une hypertension portale non cirrhotique. Alors, les experts du domaine, dont plusieurs sont français, ont dit c'est trop compliqué, personne ne s'y retrouve avec les différentes dénominations. Un coup, c'est sclérose hépatoportale, un coup, c'est vénopathie oblitérante, un coup, c'est hyperplasie nodulaire générative, un coup, c'est hypertension portale. Tout ça, c'est trop compliqué. Ils ont proposé en 2019 un changement de nom. Je rappelle, pour ceux qui ont oublié l'anatomie du foie, c'est qu'au niveau des espaces portes, vous avez une branche d'un canal biliaire, une branche de la veine porte et une branche de l'artère hépatique. Ensuite, tout passe dans les sinusoïdes qui va vers la veine centrolobulaire. Donc, il y a 2 types d'atteintes à l'intérieur du foie. L'atteinte des branches de la veine porte et l'atteinte des sinusoïdes, ça s'appelle maladie porto-sinusoïdale. Et ensuite, quand ça atteint les veines centrolobulaires, ça s'appelle syndrome d'obstruction sinusoïdale. Donc, actuellement, à l'intérieur des atteintes hépatiques vasculaires, il y a 2 catégories, maladie porto-sinusoïdale d'un côté, syndrome d'obstruction sinusoïdale de l'autre. Les étiologies sont multiples, on ne voit pas très bien.
En gros, c'est les maladies de système, les maladies hématologiques, c'est pour ça qu'on croise très souvent beaucoup avec les hématos, les états prothrombotiques, les médicaments et les maladies génétiques, parmi lesquelles les téloméropathies font partie. Donc, quand faut-il penser à une maladie portosinusoïdale? C'est anomalie inexpliquée du bilan hépatique. Ce n'est pas du virus, ce n'est pas de l'alcool, ce n'est pas de l'obésité, ce n'est pas une maladie de Wilson, ce n'est pas. On met une aiguille dans le foie, et si vous avez des anapathes qui savent reconnaître, eh ben, ils vous disent que c'est une maladie vasculaire du foie. Hypertension portale sans insuffisance hépatique, ou hypertension portale avec une élasticité hépatique basse. Donc maintenant, on va passer à la présentation qui a été faite par le groupe français qui a travaillé sur les téloméropathies. Donc j'ai piqué des diapos parce qu'ils ont présenté les résultats il n'y a pas longtemps et ils viennent d'envoyer l'article, donc j'ai fait un copier-coller pour vous présenter les résultats. Hypertension portale non cirrhotique, soit une cirrhose, soit une surcharge en fer ou une stéatose. Et la question posée, est-ce que dans la cirrhose, est-ce qu'il y a des cofacteurs qui expliquent qu'à la fois l'atteinte due au télomère plus des cofacteurs pourrait favoriser l'atteinte hépatique? Ça, je passe, c'est une étude américaine qui montre que dans leur série, 40% des patients qui avaient une téloméropathie avaient une atteinte hépatique. Initialement, ce chiffre dans la littérature, si vous remontez à 2010, c'est moins de 10%, donc manifestement sous-estimé, mais les hépatologues en ont l'habitude. Le foie est un organe silencieux, il ne se plaint pas. Donc, souvent, c'est sous-diagnostiqué. Je pense que l'élément majeur de ce travail, c'est de montrer que la moitié des atteintes hépatiques liées aux téloméropathies sont des atteintes vasculaires, 48%. Donc ça veut dire qu'il y a une atteinte endothéliale, le mécanisme, on n'en sait rien, peut-être que le déficit immunitaire peut y participer, puisque les déficits immunitaires peuvent être responsables de maladies vasculaires du foie. Vous avez ensuite des atteintes hépatiques pour lesquelles ça ressemble à rien, un quart des patients, et l'autre quart, ça ressemble à la fibrose sévère jusqu'à la cirrhose, ou bien de la stéatose. Est-ce que c'est des cofacteurs? Question qui a été posée par le travail. Donc voilà, ça c'est des diapos de l'article qui est en cours de soumission. Ils ont montré qu'entre les patients, la série faisait à peu près 120 patients. Entre les patients qui avaient une atteinte hépatique, 95 sur 120, donc on est encore au-dessus. Ces patients viennent de 3 groupes de maladies rares, les pneumologues, les hématologues et les hépatologues. Donc ça veut dire que l'atteinte hépatique est beaucoup plus fréquente que ce qu'on disait initialement. Et ce qu'on retient de ce travail, c'est que la rétinopathie est plus fréquente chez les patients qui ont une atteinte hépatique, ce qui fait suggérer le rôle de l'atteinte endothéliale. Deuxième information, c'est qu'il y a une différence entre les malades qui ont une maladie portosinusoïdale et les patients qui ont une cirrhose, c'est que la fréquence de la mutation est très différente en fonction de la présentation clinique hépatique. Troisième information, c'est que les facteurs de risque d'atteinte hépatique étaient un marqueur qui est lié à la cirrhose et surtout les cofacteurs, l'alcool, le syndrome métabolique et la surcharge en fer aggravent l'atteinte hépatique liée aux téloméropathies. Enfin, ça a été évoqué tout à l'heure, la toxicité liée aux androgènes pour le traitement des pancytopénies. Ça donne des élévations des transaminases, surtout des cholestases avec les androgènes substitués en 17-alpha. Les atteintes vasculaires, c'est une maladie portosinusoïdale, la péliose, les adénomes et des tumeurs malignes qui ont été surtout décrites dans le cadre de la maladie de Fanconi. Parce que probablement, ils avaient utilisé de fortes doses et des androgènes qui étaient substitués en 17-alpha. En conclusion, l'atteinte hépatique est fréquente et polymorphe. Elle est asymptomatique le plus souvent. Importance des lésions vasculaires du foie pour les mutations non TERT et importance des cofacteurs dans la constitution de la fibrose et toxicité liée aux androgènes.